Ces manœuvres n'ont pas dupé les dirigeants du GPRA, il fallait les contrer. Afin de vendre son idée, De Gaulle décide de prendre son bâton de pèlerin et de sillonner l'Algérie le 9 décembre 1960. Son initiative n'est pas la bienvenue pour les colons d'abord. Les cortèges. De son côté, le GPRA lance le mot d'ordre d'Algérie musulmane et de Vive le GPRA pour répondre aux deux idées de Gaulle. L'affrontement était inévitable. Le 10 décembre à Bellecour, Belouizdad actuellement, des échauffourées éclatent entre les ultras de l'Algérie française et des jeunes Algériens musulmans. Puis le clos Salambier avant que toute la ville ne s'embrase. Au cri d'Algérie musulmane et de Vive le GPRA, les manifestants désarmés affrontaient les militaires et les compagnies républicaines de sécurité, CRS. L'embrasement gagnera les jours suivants d'autres grandes villes telles qu'Oran, Ain Temouchen. Sacrifice. Je remercie et je salue le valeureux peuple de Chine dont l'immense courage constitue autant de... De sa tournée algérienne, il rentra bredouille et rien ne sera plus comme avant. De Gaulle, qui croyait s'accorder les faveurs du peuple algérien en adoptant certaines réformes politiques et lancer des programmes économiques à l'image du plan de Constantine, a eu la preuve du contraire. En investissant les rues des grandes villes en masse, jour et nuit, le peuple algérien a fait étalage, en bravant la peur, de son soutien au FLN-ALN et clamant qu'il n'a qu'un seul représentant, Le droit
Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Questions d'actu. Un numéro spécial que nous consacrons, actualité oblige, aux événements du 11 décembre 1960. Alors une date dont il faudra parler pendant longtemps, d'autant plus que ces manifestations ont changé le cours de l'histoire. Car au moment où le général de Gaulle poursuivait sa politique, notamment avec sa fameuse formule « l'Algérie algérienne », le peuple algérien avait tranché par pas de demi-solution, tout ou rien. Alors, quelle est la place du 11 décembre 1960 dans l'histoire de la guerre d'indépendance? C'est le thème de notre débat ce soir qui nous permettra, entre autres, de rebondir notamment sur l'importance du devoir de mémoire. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir avec nous ce soir M. Amazit Bouhalfa. Vous êtes journaliste spécialisé notamment dans les questions liées à la guerre d'indépendance. Oui. À vos côtés, professeur Abdelmajid Meddassi, historien et auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre d'indépendance. Et à vos côtés également, l'historien professeur Benjamin Stora. Vous êtes donc aussi directeur du Musée national d'histoire de l'immigration en France. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages de référence, notamment sur la guerre d'indépendance en Algérie. Alors, je commencerai avec vous, Amazit Bouhalfa. C'est-à-dire, on peut parler du 11 décembre, avant le 11 décembre, avant les événements, ce qui s'est passé après les événements, et notamment les événements eux-mêmes. Car le 11 décembre, une date qui reste tout de même marquée par des zones qui ne sont pas encore claires sur l'origine exacte du déclenchement de ces manifestations. Chaque année, à cette occasion, dès qu'approche le 11 décembre, les Algériens reposent l'éternelle question: ce vaste mouvement de masse, de foule, ces manifestations, sont-elles spontanées ou alors organisées par le FLN à l'époque? C'est une question qui, jusqu'à présent, non seulement n'a pas encore trouvé sa réponse, c'est-à-dire que les historiens n'ont pas encore apporté suffisamment d'éléments pour étayer l'une ou l'autre thèse. C'est par manque de documents ou par... Il y a de tout. Il y a le manque de documents, assurément, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé des documents qui attestent de la préparation du 11 décembre par le FLN ou une décision du GPR1 ou alors ce qu'on disait, c'est-à-dire ce qu'on appelle la zone 6 de la Wilaya 4 auquel on attribue, c'est-à-dire certains attribuent à la zone 6, notamment Barlem Rchaï, l'organisation de tout cela. Il y a des témoignages, certains disent que nous avons passé toute la nuit du 10 à préparer des banderoles, à préparer les calicots, les drapeaux, etc., le matériel de la manif. Or, on n'en a pas tellement vu, parce que si on admet cette thèse, on se demande dans ce cas-là, si on a passé la nuit à préparer tout cela, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé dès le matin? C'est dans l'après-midi, c'est vers 16h, 16h30 que la manifestation a commencé ici. Mais il y a des choses, c'est-à-dire que à Temouchent, déjà, ça avait commencé à Temouchent. Les premiers affrontements, De Gaulle était arrivé à Temouchent, donc il arrive le 9 à Temouchent, il est dans son cortège. Les Français, les Européens décident d'une grève générale de 24 heures. Et il y a les premiers affrontements entre la contre-manifestation des Algériens contre les ultras, contre les Européens, parce qu'en définitive, attention, c'est-à-dire que les Européens, les ultras, c'est une tendance des Européens, de toutes les composantes, c'est-à-dire de toutes les forces en présence. Ceux qui ont été, c'est-à-dire ceux qui sont le plus surpris, ce sont ces Européens. De Gaulle est arrivé en disant Algérie française, ils y ont cru. Ensuite, il parle d'autodétermination. Ensuite, il parle d'Algérie algérienne, etc. C'est-à-dire qu'ils vont de surprise en surprise. Donc, ces gens-là ont des raisons
de manifester contre la présence de De Gaulle. Et son arrivée ici. Donc les premiers affrontements. Ensuite, il y a eu des affrontements à Oran aussi. Il y a eu des affrontements parce que la rumeur aidant, oui, on a parlé de centaines de morts, etc. à Témouchent. Nos frères de Témouchent sont en train de se faire tuer. Et il y a eu des affrontements. Donc, cette thèse, donc, conforte... C'est un effet boule de neige. C'est un effet boule de neige. Il y a de la spontanéité, mais la spontanéité est limitée en ce sens que, immédiatement, le FLN a, non pas récupéré, mais a canalisé la colère. Il fallait qu'il... Et ça a été effectivement les gars de la zone 6 de la Wilaya 4, d'ici d'Alger, parce qu'il faut dire aussi qu'à l'époque, Alger, c'était la zone 6 de la Wilaya 4, c'était une autre zone de la Wilaya 3. Toutes les wilayats avaient des points de chute ici à Alger, parce que c'est ici qu'il y avait l'argent, c'est ici qu'il y avait les médicaments, c'est ici qu'il y avait, disons, la logistique pour soutenir des maquis qui ont été laminés par les opérations du plan Chal. Il ne faut pas perdre de vue, c'est une donnée très importante, c'est-à-dire qu'il va responsabiliser, encore une fois, les villes vont être responsabilisées après ces opérations d'envergure du plan Chal. Je passe à vous, Majid Merdassi, toujours dans le sillage de cette réponse qu'on essaie de trouver à cette question récurrente sur l'origine. Donc, quelque part, il y a la spontanéité, mais quand on apprend que les manifestations ont commencé préalablement à Ain Témouchent, donc à Alger, c'était pas vraiment spontané. Il faut peut-être procéder à quelques rappels. Un, comme vient de le faire notre ami Boukhalifa, que les premières manifestations, ce sont des manifestations conduites par la communauté européenne lors de la visite du général de Gaulle, l'une des visites du général de Gaulle qu'on qualifiait à l'époque de tournée des popotes. Le général de Gaulle vient en Algérie pour s'assurer, si on veut, du contrôle et de la fidélité de l'armée française, parce qu'effectivement, les choses ont profondément évolué depuis le début de l'insurrection depuis 1954. Quand on va revenir à cette date, précisément celle des manifestations populaires de décembre 1960, il faut d'abord libérer cette date-là de la réification, de la sacralisation et de la restituer pleinement à l'histoire. Bon, bien sûr, c'est une opportunité de glorification de l'intervention du peuple et tout, mais il faut revenir au processus long qui ont travaillé la société algérienne et qui ont travaillé aussi les stratégies politiques autant du pouvoir public français, c'est que la stratégie du général de Gaulle, jusqu'à la limite de l'année 58-59, le général de Gaulle, en présentant le plan de Constantine, avait encore l'illusion que l'opinion algérienne était encore gagnable avec le plan de Constantine, avec la scolarisation, l'intégration dans la fonction publique, l'offre de logement aux Algériens. Mais à partir de la fin 59, le général de Gaulle redéfinit stratégiquement sa politique algérienne, notamment dans son fameuse intervention du 16 septembre, où il parle pour la première fois du droit du peuple algérien à l'autodétermination. C'est un moment clé. À partir de là, les cartes vont se redistribuer en profondeur dans la société algérienne, que ce soit du côté de l'opinion nationale algérienne, que ce soit du côté de l'opinion européenne, des organisations politiques, de l'armée. Bon, donc, les cartes sont profondément redistribuées. Et il faut donc, de ce point de vue-là, revenir un peu à la stratégie du général de Gaulle. La stratégie du général de Gaulle, c'est de libérer la France de la guerre, du coût de la guerre, du coût financier, du coût budgétaire, du coût humain, et surtout du coût politique pour la France, qui, sous l'autorité du général de Gaulle, souhaitait réintégrer le bloc des puissants dans le monde. C'était pas le cas. La France était disqualifiée, discréditée par sa politique en Algérie, par la répression, par tous ces éléments-là. Du côté aussi de l'opinion algérienne, bon, il faut remettre les choses en place. On n'est plus en 1954, on est passé par le cap du congrès de la Soumam avec la formation d'un programme de libération. On est arrivé aussi à mettre en place une direction nouvelle, une modalité nouvelle de direction de la résistance avec la formation du gouvernement provisoire de la République algérienne. Donc toutes ces données influent en profondeur. Un rappel important, la communauté européenne d'Algérie
était fondamentalement viciste et anti-gaulliste pendant le second conflit mondial. Il faut toujours rappeler ces éléments-là. Deuxièmement, quand il y a eu le fameux mouvement de mai 58 qui a porté de fait le général de Gaulle au pouvoir, qui a en tout cas créé les conditions politiques d'un retour du général de Gaulle, comment dire, le mouvement porteur, ce sont des activistes de l'Algérie française, ils ont eu quand même le sentiment d'avoir été un peu truandés par de Gaulle et par les changements ou l'évolution des positions politiques. Tous ces éléments-là doivent être pris en considération, ce qui rend intelligible le fait qu'il ait encore recours à la manifestation contre le chef de l'État français. Ça a commencé avec Tmouchen, ça s'est continué à Alger, à Belcourt, à Claude-Salombier. Mais du point de vue algérien, il y a un processus important de décantation politique. Les Algériens, contrairement à la mythologie, n'ont pas adhéré ipso facto à la légitimité des objectifs fixés par le Front de Libération Nationale le 1er novembre. Il a fallu du temps pour identifier d'abord qui est derrière, Messali, qui était l'FL, qui sont les dirigeants. Mais progressivement, il y a eu ce processus que j'appelle moi le nationalisme de capillarité. C'est-à-dire une adhésion au quotidien, une identification, une plus grande reconnaissance de la légitimité du Front de Libération Nationale au-delà. Et je pense aussi que la politique d'extrême répression conduite par les autorités françaises, les offensives massives conduites par l'armée française ont aussi contribué à une décantation politique dans les profondeurs de la société algérienne. Si on n'a pas ces éléments en tête, on ne comprend pas. Pour répondre très précisément, est-ce que le FLN est à l'origine des manifestations? Selon les témoignages, moi je reviens au texte qui est un texte de référence de Mohamed Yousfi. En fait, les Algériens ont été agressés. À Alger, à Claude-Salombier, ils ont été agressés. À Belcourt, ils ont été agressés. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Et dans la nuit, ce sont les populations de ces quartiers-là qui ont réagi, donc qui se sont lancés contre les populations européennes et qui ont été aussi attendus et, réprimés par les forces de sécurité françaises. Le Front de Libération Nationale, effectivement, c'est pas entre la nuit et le jour. Le Front de Libération Nationale a accompagné le mouvement, a encadré le mouvement. Et il y a, au bout du compte, une décantation qui se fait et qui est un moment clé dans l'histoire de la guerre. Et ce n'est pas un plébiscite au sens formel, mais à partir des manifestations populaires de décembre 60, on peut dire que le GPRA, qui est la direction du Front de Libération Nationale, a une assise politique plus importante, une plus grande crédibilité, notamment sur le plan international et particulièrement, entre autres, auprès de l'opinion française. D'autant plus que l'Organisation des Nations Unies a avancé la date de son rendez-vous pour parler de la question algérienne. Je me tourne vers vous, professeur Benjamin Stora. Donc, dans quelle mesure on peut dire que le 11 septembre a pesé sur l'orientation politique du général de Gaulle, lui qui ne voulait pas négocier avec le Front de Libération Nationale, alors que les manifestants ont appelé « Vive le FLN, vive le GPRA ». Le 11 décembre, et non pas le 11 septembre. J'ai dit le 11 septembre. C'est une petite précision historique. Le 11 décembre. Le 11 décembre. Il est évident que d'abord que sur le plan international, la France est quand même très isolée, sur le plan diplomatique international. Donc il faut, pour le général de Gaulle, essayer de sortir de ce qu'il appelait à l'époque, entre guillemets, le bourbier algérien. C'était quand même quelque chose qui pesait. Donc il y a un isolement diplomatique international. Deuxième aspect qui me paraît aussi important, qui a été souligné, mais il faut y insister, c'est la radicalisation de la population européenne d'Algérie. Avec la semaine des barricades en janvier 60, donc quelques mois auparavant, la naissance de l'OAS, bien sûr, qui est très importante, c'est-à-dire que la radicalisation, c'est le refus de la politique du général de Gaulle, le refus de la politique algérienne du général de Gaulle, et qui se traduit par le fait qu'un certain nombre d'entre eux vont s'armer. Et donc le 11 décembre, certains vont tirer directement sur les Algériens à partir des balcons, etc. Et c'est ce qui provoquera d'ailleurs la réaction des Algériens qui ne veulent pas se laisser tirer dessus sans réagir. Donc ça, c'est une sorte de dynamique et d'engrenage. Ça, c'est un second aspect qui est très important. Et puis un troisième aspect, moi, qui me paraît important, c'est que dans le fond, le 11 décembre 60, pourquoi c'est si important? Parce que, selon moi, ce sont des manifestations de la population algérienne dans la rue pour la première fois depuis ce qu'on a appelé la bataille d'Alger.
C'est-à-dire qu'il y avait le sentiment en France, dans les autorités, l'armée, que dans le fond, après cette fameuse, entre guillemets, bataille, eh bien, c'était fini, disons, c'en était fini du FLN, c'en était fini du refus des populations algériennes. Il y avait eu tous les épisodes mis en scène de la fraternisation. Donc on se disait, ça y est, la bataille de l'opinion publique est gagnée. Cette bataille est gagnée, etc. Or, comme nous montre le 11 décembre 60, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Y compris dans les villes. Et ça qui est important, c'est les villes. Ce n'est pas simplement les campagnes. Parce que c'est, dans le fond, dans les campagnes, la bataille n'était pas gagnée du tout. Mais on se disait, dans le fond, après la bataille de 57, et puis la décapitation, l'assassinat de l'Arbi Ben Midi, enfin, je ne vais pas ici reprendre tout ce qui s'est passé dans l'année 57. C'est très important parce que c'est seulement 3 ans après que dans le fond, ce qu'on appelle les masses, entre guillemets, algériennes, se manifestent à nouveau au grand jour, dans la rue. Et ça, c'est très important pour répondre à votre question. C'est très important parce que ça va jouer sur la politique du général de Gaulle. C'est-à-dire que malgré l'intensification militaire du plan Chal de l'année 59, qui est très important, malgré les tentatives, disons, politiques, disons, d'isoler diplomatiquement le GPA au plan international. Il y a chez lui, à ce moment-là, devant ses yeux, le tableau politique d'Algériens qui sont, cette fois-ci, derrière le Front de Libération Nationale et le GPA. C'est-à-dire que la bataille de l'opinion publique est perdue à l'intérieur de la société algérienne. C'est ça le grand tournant fondamental. Parce que je crois que votre émission s'appelle le tournant. Ben, le tournant, il est là. C'est-à-dire que c'est fini. C'est-à-dire que ceux qui espéraient, par exemple, la troisième force, qui espéraient une négociation qui ne soit pas directement avec le FLN, qui espéraient, disons, vaincre militairement, qui espéraient sortir de l'isolement diplomatique, etc., qui espéraient même la partition. Parce que c'était une des hypothèses. Toute cette théorie-là, tous ces discours diplomatiques, politiques, etc., s'effondrent. Pourquoi? Parce que vous avez des milliers et des milliers d'Algériens qui vont dans la rue en criant « Vive Abbas, vive Ben Bella, vive le FLN, Algérie, Algérie », et qui sortent le drapeau algérien dans les rues. Dans la rue, chose qui ne s'était, entre parenthèses, jamais vue depuis le début de la guerre d'indépendance, parce que c'est ça qui est fondamental. Depuis 1945. C'est-à-dire que le drapeau est sorti dans la rue. C'était jusqu'à présent, le drapeau tricolore était sorti par les Européens. La bataille des drapeaux, c'était toujours les Européens qui le gagnaient. Là, cette fois-ci, pour la première fois, c'est un drapeau algérien qui sort. Et là, il y a un effet de surprise qui est très important, je pense, chez la plupart des dirigeants politiques français qui veulent réellement avancer et qui disent là, il faut sortir sur une solution politique. Pour résumer, donc, le 11 décembre, c'est la date qui a permis à la guerre d'indépendance de sortir de son impasse. Ce qui est important, Nessim, parce que là encore, nous vivons dans une manière de mythologie élémentaire dont on a eu besoin, sans doute, pour nous conforter, pour conforter le lien national. Nous avons besoin, comme tout le monde, de légendes et de mythes. Maintenant, il faut passer à un cap plus qualitatif, plus rigoureux, plus méthodologique. Et identifier la guerre d'indépendance menée sous la direction du Front de Libération Nationale. Était-elle une guerre de guérilla? Partiellement, dans les centres urbains, probablement. Était-elle une guerre de position sur un certain nombre de batailles conduites par l'ALN contre l'armée française? Probablement. Mais fondamentalement, quel était l'enjeu de la guerre d'indépendance? C'est gagner l'adhésion de l'opinion. Les autorités françaises s'y sont lancées avec tous les moyens et tous les dispositifs sécuritaires et médiatiques dont ils disposaient. Le Front de Libération Nationale, et notamment sous la direction du GPRA, a su conduire aussi une politique de sensibilisation, Il faut revoir, par exemple, quand on a des témoignages d'officiers supérieurs de la LN, ils sont rares malheureusement, quand ils s'expriment sur les conditions d'implantation, quand ils disent comment la LN gagne la confiance, parce que comment elle fait pour s'implanter, ça il faut qu'on apprenne à le savoir et à le prendre en charge dans notre mémoire et dans notre histoire. Donc la guerre d'indépendance nationale a été fondamentalement et pendant longtemps une guerre de mobilisation pour gagner l'adhésion de l'opinion algérienne. Et on peut dire que le 11 décembre 1960 est une date marquante parce qu'elle tranche, comme l'a dit notre ami Benjamin, elle tranche le débat de l'adhésion des Algériens. Le 11 décembre, les Algériens se sont massivement exprimés en faveur
du GPRA, du FLN, du président Abbas, et en portant les drapeaux de l'Algérie. Donc il y a un basculement sur le plan politique, il y a un basculement sur le plan de la symbolique aussi, bon, parce que il y a un avant et un après. Je pense que c'est le bien faux politique pour le 11 décembre. On peut dire d'une certaine façon cela, effectivement, l'image est forte, mais on peut la prendre en charge, effectivement, parce que c'est un moment de décontation. Parce que là, il y a une fracture décisive, irréversible. Il y a le camp que va porter notamment quelque temps après l'armée secrète l'OAS, l'organisation de l'armée secrète l'OAS. Il y a un camp qui prend en charge la défense par tous les moyens de l'Algérie française. Et il y a un camp qui adhère de plus en plus clairement, explicitement, et qui renforce le roi et la légitimité du FLN et du GPRA. Donc, à partir du 11 décembre, ce n'est pas des batailles d'arrière-garde, c'est une nouvelle modalité de la conduite de la guerre, mais là, les Algériens, de manière de plus en plus importante, sont massivement conscients de l'enjeu et ont fait massivement leur choix en faveur du Front de Libération Nationale. C'est un tournant parce que on est loin de l'insurrection dans les conditions complexes de son lancement, avec 6 membres fondateurs qui ont lancé une aventure qui pouvait être considérée comme suicidaire, qui est passée par des caps difficiles. On sait que le printemps 1955 a été un cap extrêmement difficile. Heureusement, il y a eu l'offensive du Nord Constantinople. Ensuite, il y a eu le basculement, la refondation du front avec le congrès de la Souveraine. Et ensuite, il y a eu ce moment clé qui est la formation du gouvernement provisoire de la République algérienne. Les termes du débat changent, les termes du conflit changent. J'ai eu l'occasion de le dire sur votre plateau, Nazim, qu'à partir de septembre 58, la nature juridique du conflit change. On n'est plus dans un mouvement révolutionnaire insurrectionnel contre un ordre établi. On est dans une guerre contre un État reconnu de plus en plus par les institutions internationales et par les États sur le plan international et le pouvoir français. Je pense que le général de Gaulle a dû prendre ça en considération. Il faut aussi noter, pour être complet sur cet aspect, que la décontation se fait aussi à l'intérieur du pouvoir français. On sait parfaitement que dans le gouvernement dirigé par le gouvernement français, et on va le savoir tragiquement en octobre 61, tout le monde n'était pas sur la ligne du général de Gaulle en disant maintenant comment faire avec... Il faut aller à la négociation. On ne va pas revenir sur toute la chronologie des négociations et des contacts, mais il faut rappeler qu'en juin 60, il y a eu Melun. Ben Yahya et Boumjil ont été reçus. Bon, donc on est dans une nouvelle dynamique de contact, de confrontation, de compétition. Et on peut dire que le 11 décembre est une date de basculement et de décontation. Alors, une date... Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments qui sont très importants, très encourageants aussi pour ce que l'action des Algériens, c'est-à-dire l'action populaire des Algériens. Il ne faut pas oublier qu'il y a le procès des barricades qui s'est déroulé. Il y a également, c'est-à-dire des signes avant-coureurs. Des barricades qui interviennent juste après le 11 décembre. Ensuite, il y a ce fameux référendum qui va intervenir en janvier 61. Il y a des éléments encourageants, c'est-à-dire qui encouragent. Et il y a bien entendu... On ne tient pas. Il faut que nous tenions compte aussi du basculement de l'opinion française, oui, bien sûr. Des réseaux de soutien, des médias français qui s'ouvrent à la question algérienne. Je voulais juste terminer avec... Jusque-là, les pays africains étaient hésitants, c'est-à-dire qu'ils disaient oui, la négociation, c'est meilleur que... C'est-à-dire que la négociation directe entre Algériens et Français, plutôt qu'une internationalisation via les Nations Unies, il y avait... C'est-à-dire ça lambinait au niveau des Nations Unies. Et là, ensuite, le groupe des Afro-Asiatiques qui fait pression. Utante intervient, celui qui deviendra ensuite secrétaire général des Nations Unies, intervient aussi avec la lecture d'un texte du groupe afro-asiatique. C'est-à-dire les choses commencent, c'est-à-dire qu'une multitude de voyants verts permettent aux Algériens, c'est-à-dire de sortir. Et puis cette action que rappelait M. Stora, c'est-à-dire que c'est la première fois pratiquement depuis 1945. La première fois que les Algériens sortent, et puis il y a un drapeau, le drapeau sort, c'est-à-dire que la rupture est définitive. Et
ce n'est pas un hasard, c'est la population qui porte la ce France, mouvement-là. C'est en fait la France qui se résigne à l'existence d'une nation algérienne. A des difficultés considérables. L'armée devient putschiste. L'armée, cette armée extraordinaire, etc., fabriquée par la République, etc., qui s'agite, qui devient putschiste, qui s'agite contre l'autorité, contre le politique. Contre un de ses chefs parmi les plus prestigieux, sinon le plus prestigieux, cette armée. Et puis, plus personne ne croit en De Gaulle. Cet homme qui portait les espoirs, une multitude d'espoirs de toute la population européenne ici. Plus personne ne croit en lui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une multitude de choses. C'est le mot de Gaulle démission, quoi, hein, qui est un a priori posé par les Européens. Il faut d'abord De Gaulle démission. Oui, c'est là la condition sine qua non. La grande Zora. Mais ensuite, c'est-à-dire que ce qui va naître, la monstruosité qui est l'OAS, qui va naître de tout cela, est à la dimension des bouleversements de fond qui ont touché la communauté et les structures républicaine. De Gaulle, il fallait changer immédiatement, faire une nouvelle constitution, etc. C'est-à-dire que ça s'est fait pratiquement dans l'urgence pour éviter d'aller encore plus loin. Pardon, ce que tu dis a raison. Il faut bien préciser, y compris du point de vue de la chronologie, que la création de l'OAS en Espagne en février 1961, c'est une réplique au séisme du 11 décembre. C'est une réplique. Parce qu'à partir de ce moment-là, la communauté européenne viciste et anti-gaulliste s'arme contre le projet national algérien. Pour aller au putsch d'avril 1961. Les généraux putschistes, pas simplement les généraux, d'ailleurs, beaucoup d'officiers et sous-officiers de l'armée française qui se révoltent ouvertement contre le général de Gaulle et jusqu'à vouloir l'assassiner, en fait. Parce qu'on a oublié ça. Il y a eu les attentats, il y a eu... Donc c'est un tournant effectivement extrêmement important, le 11 décembre 60. C'est la redéfinition des cartes politiques. C'est l'équivalent, je pense que l'équivalent, c'est-à-dire de cette deuxième grande rupture, après l'insurrection du Nord constantinois, l'insurrection généralisée du Nord constantinois, qui a rompu définitivement les amarres avec l'ordre et le système colonialiste. Là, c'est carrément avec la République française, avec l'État français en tant qu'État, c'était fini. C'est-à-dire que c'est une deuxième grande rupture qui vient de s'opérer. C'est une rupture aussi bien entre le peuple algérien et le pouvoir colonial contre les ultras avec l'État français. C'était fini. Alors, M. Benjamin Stora, aujourd'hui on parle de réconciliation des mémoires. Quelle est la valeur d'un événement comme celui du 11 décembre 1960, son importance dans cette mémoire collective au moment où nous parlons de cette réconciliation des mémoires? La réconciliation des mémoires, elle passe par l'établissement d'une vérité historique, c'est-à-dire le fait de pouvoir l'enseigner, la transmettre. Il est évident qu'on ne peut pas entrevoir les possibilités de réconciliation uniquement fondées sur des consensus d'oubli. C'est-à-dire d'essayer d'oublier pour avancer. Ça, c'est très compliqué, c'est très difficile parce que il y a eu beaucoup de morts, notamment beaucoup du côté algérien. La proportion, elle est quand même de 1%. 1%, plus loin. Donc c'est quand même beaucoup. Et à partir de là, il y a dans la réconciliation, à mon sens, la nécessité d'accomplir un certain nombre de gestes, à la fois politiques et mémoriels, de reconnaissance, de connaissance. Malheureusement, il y a une très faible connaissance en France de ce genre d'événement. Le 11 décembre 60 est pratiquement passé sous silence. France, dans les manuels scolaires, on ne connaît pas l'importance de cette date, de cet événement. On commence seulement maintenant à mesurer, par exemple en France, la date du 17 octobre 61, et puis à la faveur du dernier geste du président Macron, ce qui s'est passé pendant la bataille d'Alger avec Maurice Audin. Ce sont des choses qui commencent maintenant, disons, à affleurer à la conscience, sur la conscience mémorielle française. Donc c'est vous dire tout le travail
de reconnaissance qu'il faut mener, qui est très long, qui est très difficile, qui est acharné même parce que certains refusent absolument, expliquent toujours que le général de Gaulle a trahi, que les Algériens n'étaient pas favorables à la cause de l'indépendance algérienne. Vous savez, on trouve encore tout ça dans un certain nombre de livres qui sortent en France. D'où l'importance, par exemple, de ce qui a été dit par Mejid, par M. Boukhalifa, etc. C'est-à-dire l'adhésion de l'opinion publique algérienne au projet de l'indépendance, c'est quelque part la reconnaissance aussi de l'existence du nationalisme algérien. Or, cette question de la reconnaissance d'un nationalisme algérien comme séparé du nationalisme français ne fait pas encore l'unanimité en France. Ne fait pas encore l'unanimité. C'est encore, disons, il y a encore beaucoup de discussions, de controverses sur le fait que les Algériens, dans leur majorité, n'étaient pas favorables aux indépendantistes algériens, n'étaient pas favorables au nationalisme, qu'il y avait encore la possibilité de les gagner, disons, à la cause de l'Algérie française, donc de retarder le passage à l'indépendance. Il y a encore, disons, toute une série de livres, de débats, etc. Et tout celui qui viendrait établir ces vérités, les mettre sur le devant de la table, on dit attention, c'est de la repentance, il ne faut pas en parler, on n'a pas à mettre en accusation, etc. Donc c'est vous dire la bataille difficile qui se mène toujours en France, et notamment menée par des historiens français. Je pense, à mon avis, puisque nous parlons disons, de retrouvailles de mémoire, c'est-à-dire essayer de se retrouver, de trouver, disons, un dénominateur commun, c'était la guerre, mais la table, disons, pour parler d'histoire. Je crois qu'il est de l'intérêt des Algériens, des chercheurs, des historiens, des penseurs, de ne plus considérer ça comme la guerre d'Algérie ou la guerre de ceci, mais inscrire ça dans un vaste mouvement international de décolonisation. Tout à fait. Il faut inscrire cela, c'est-à-dire que ce n'est pas la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que l'enjeu, en fait, c'était un mouvement de l'histoire. On admettra davantage le fait que c'est imposé par l'histoire et non par la volonté d'individus ou autres. C'est vrai que les personnes ont joué un rôle fondamental, mais c'est l'histoire qui... Tout ce monde-là, tout ceux qui étaient qui voulaient faire avancer les choses, ont été dans le sens de l'histoire. C'est la décolonisation. Monsieur Ben Khalfa ou Monsieur Amazit, dans quelle mesure, justement, la reconnaissance de ces crimes peut faire avancer cette réconciliation? Je voudrais rappeler ce que notre ami Benjamin Stora a déjà dit, y compris sur le plateau de Canal que vous avez eu l'avantage d'animer à Constantine, à partir de Constantine, où Benjamin Stora parlait du déni qui persiste dans de larges secteurs de l'opinion française, dans de larges secteurs des appareils politiques français, et il le rappelle avec précision et rigueur maintenant. Maintenant, pour revenir à votre question, Nézim, sur la réconciliation des mémoires, moi je pense que la présence d'universitaires français de la qualité de Benjamin Stora, Gilles Manchon et d'autres, ici en Algérie, est une contribution importante, d'abord aussi, y compris pour l'opinion algérienne, parce que autant l'opinion française, ou une grande partie de l'opinion française, est dans une manière de logique de déni, de refus du réel, d'opposition, comme Benjamin vient de le rappeler, autant chez nous, notre opinion est peut-être encore dans pas les illusions, mais dans la construction mythologique, populiste, sur le peuple héroïque. Bon, il faut revenir, déconstruire tout cela pour aller vers l'histoire. La condition de la réconciliation des mémoires passe par la reconnaissance et par la connaissance de l'histoire réelle. Maintenant, il faut partir des faits aussi. L'Algérie est un État souverain. La France est un État souverain et c'est l'ancienne colonie, l'ancienne puissance coloniale. Nous sommes dans des systèmes de rapports qu'on ne peut ni mettre en place. Il faut accompagner la connaissance, faire en sorte que les opinions soient, je veux dire, sensibles au travail fait de manière très difficile, très souvent, par les historiens, autant en France comme le fait le professeur Stora, ou ici même en Algérie, comme le font beaucoup de collègues. C'est le chemin, c'est un chemin étroit, c'est un chemin difficile. C'est le chemin de la connaissance qui crée des conditions. Il y a aussi la mobilisation des secteurs importants de l'opinion.
le cas type, c'est la reconnaissance de l'enlèvement et d'exécution de Maurice Audin, militant algérien, par le président français Macron. C'est un moment important qui peut ouvrir de nouvelles perspectives. Mais le travail de la connaissance, le travail de mobilisation par tous ceux qui, ici, en Algérie ou en France, sont acquis à une véritable réconciliation. La réconciliation, sa condition fondamentale, c'est la reconnaissance des faits de l'histoire. En précisant, bien sûr, que c'est pas en disant tout le temps que les rapports entre la France et l'Algérie sont des affaires de famille, par exemple, qu'on arrivera à établir une vérité historique. Parce que malheureusement, les Européens, les Français et les Algériens vivaient dans des mondes séparés. Donc ils n'étaient pas dans la même famille et qu'il y avait un monde qui dominait l'autre. Voilà. Donc l'origine de la guerre, c'est la colonisation. Et donc la fin de la guerre, c'est la décolonisation. Donc si on arrive à établir ces choses-là et si on ne reste pas enfermé dans une vieille logique d'affaires de famille, parce que ça c'est des vieilles logiques anciennes, hein, eh ben, on arrivera à faire quand même un grand pas en avant. Mais j'imagine aussi qu'il y a d'autres difficultés, notamment en Europe, avec la montée des nationalismes qui ne facilitent pas justement ce travail de mémoire, M. Stora. Oui, bien sûr, parce que la montée ce qu'on appelle les nationalismes extrémistes aujourd'hui vise à forger des identités fermées sur des mythes populistes héroïsés, où la France aurait tout le temps eu des pages glorieuses et non pas de pages sombres. Et dans ce cadre-là, il y a cette non-reconnaissance de ce qu'a été l'entreprise coloniale et même jusqu'à l'esclavage. Hein, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des gens maintenant, des livres qui sortent, disant dans le fond, l'esclavage a été un progrès. Enfin, non mais ça existe. Hein. Bon, et la colonisation bien sûr, etc. Et donc le nationalisme favorise ce type de discours fermé. C'est-à-dire un discours qui vise à magnifier en fait une entreprise, une aventure, une grande affaire de famille qui apporterait la civilisation au monde, etc. Et la déconstruction, la bataille idéologique est très difficile parce qu'elle est aussi une bataille citoyenne et politique. Elle n'est pas simplement historienne, elle est aussi politique et elle passe par le pluralisme politique et par la démocratie, bien sûr, citoyenne. Et donc, vous voyez, sont des conditions différentes, enfin, sont des conditions qu'il faut essayer de mener de concert. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, Abdelmajid Merdassi. Peut-être on va faire un dernier tour de table, un dernier mot. Un dernier mot, comme d'habitude, remercier Canal pour l'occasion que Canal nous donne de nous adresser à nos concitoyens, à nos amis, à tous ceux qui sont intéressés. Et je peux vous garantir que vos émissions sont suivies et nous sommes interpellés sur ce que nous disons sur votre plateau, parce qu'il y a, me semble-t-il, une manière de regain d'un désir d'histoire chez nos concitoyens qui est vraiment du meilleur effet, qui encourage la recherche, qui encourage, et qui doit encourager Canal à continuer à faire ce travail-là. Allez-y, c'est juste pour revenir sur une chose, j'espère que nous allons enfin dépasser cette histoire de est-ce que c'est spontané ou pas, c'est-à-dire essayer d'avancer tout en bien sûr tout en faisant des recherches sérieuses, etc. C'est-à-dire tous les éléments que nous pourrons réunir sont les bienvenus, pourvu que ça élargisse notre compréhension des faits qui se sont déroulés. Parce qu'il y a une multitude, et là, je le déplore, et vous me donnez l'occasion d'en parler, il y a une multitude de points comme ça, sur lesquels nous nous arrêtons et puis nous polémiquons au lieu de faire avancer les choses, au lieu de faire avancer les points de la connaissance. La connaissance et la diffusion de ce que nous savons. L'histoire ne s'arrête pas, l'histoire, je crois que c'est un mouvement perpétuel. Nous parlons des choses en l'état de nos connaissances actuelles et non pas, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas anticiper. Mais alors, allons de l'avant, cherchons et arrêtons de pinailler sur des questions que nous pouvons absolument dépasser très rapidement. Voilà ce que je voulais dire. Allez-y, M. Stora, un dernier mot peut-être. Un dernier mot, c'est que je pense qu'on est tous là pour aussi espérer cette réconciliation des mémoires. Les historiens travaillent aussi par l'établissement des faits et de la vérité historique pour qu'enfin existe un apaisement et le fait de regarder l'avenir. Donc espérons quand même que l'ensemble des travaux... dans la même direction. Voilà, que tout le monde aille dans la même direction, évidemment. Merci, professeur Benjamin Stora.
Je rappelle que vous êtes aussi directeur du Musée national de l'histoire et l'immigration en France. Merci à vous également, professeur Abdelmajid Merdassi, historien, auteur de plusieurs ouvrages sur la guerre de libération nationale. Le dernier, il faut toujours sur rappeler. le GPRA. Le GPRA, nous avons eu bien le sûr. plaisir de lire. Merci également à vous, Amazit Boukhalfa, donc journaliste spécialisé notamment dans les questions historiques, la guerre de libération nationale plus exactement. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu. Au revoir.